Salutations, bienvenue dans DCP, du ciné et des Potes. Votre émission bimensuelle de cinéma avec votre équipe composée de Julien, Fred et de Owen. Voilà. Aujourd'hui, un pan tout entier de l'histoire de DCP s'écrit sous vos yeux. Cet épisode est en effet le tout premier sans notre acolyte fanatique des chiffres, Jérémy. Il a quitté définitivement le podcast, malheureusement. Donc maintenant, on sera plus que tous les trois. Retenu par l'administration de son travail. Ce qui fait que moi, Owen, je suis le seul et unique membre de DCP à avoir été présent sur absolument tous les épisodes. Et t'es fier de ça ? Je suis inébranlable. Et en parlant d'inébranlable, De Gaulle. Ah ouais, d'accord. Deuxième partie. On a vu la deuxième partie du diptyque d'Antonin Baudry sur la lutte de la France libre. On parlera également de la pépite d'animation française Jim Queen. Fred a eu le temps d'aller voir Supergirl et Éruption. Oui. Mais on ne va pas vous laisser qu'avec des critiques de films en salle, puisque je vous propose le retour des critiques de films qu'on n'a pas vus, avec une petite subtilité, et Julien n'était pas là la dernière fois pour y jouer, et on se quittera sur le Joker de Fred. Je rappelle que vous pouvez nous suivre sur Insta et TikTok, et que vous pouvez retrouver cette émission sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube. De Gaulle a sauvé la France, et de la même manière, Pathé veut sauver le cinéma français avec ses blockbusters. Mais la première partie de la bataille de Gaulle n'a pas très bien marché, donc stratégie marketing, on avance d'une semaine la sortie du 2 pour profiter de la fête du cinéma, et bam, carton plein pour le diptyque d'Antonin Baudry, qui commence à se faire une place, et d'ailleurs, Jérém s'était amusé hier à regarder les chiffres d'augmentation de fréquence de certains films, et De Gaulle partie 1, je crois qu'il a eu genre 70% de statistiques supérieures. On avait déjà parlé du premier volet, et on va conclure avec ce deuxième. L'armée du général Giraud reprend la main. Vous ne comprenez rien à la politique. Giraud est une marionnette des Américains. Vous ne pouvez pas obstacler la guerre, général de Gaulle. Il n'y aura jamais aucun accord entre lui et moi. I cannot deal with this crazy man. Je vous fais pas le synopsis parce que c'est exactement le même que l'épisode précédent. C'est juste De Gaulle. Résistance. France. Voilà. Jérémy n'est pas parmi nous pour cette critique, mais par contre il a été avec nous pour voir le film et il m'a envoyé par message Son opinion. Que tu vas lire, avec la voix de Jérém. Parlons du film et mettons Jérém après. D'accord. Les absents ont toujours tort. Oh. Bah vas-y mon ami. Je trouve que c'est quand même mieux réussi que la première partie. Tous les écueils qu'on a pu reprocher en notre critique dans l'épisode précédent, je trouve que le film arrive à passer au-dessus. Tous les problèmes de narration qu'avait la première partie, il les a pas. Le côté risible parfois du film, c'est-à-dire que le film pouvait être drôle, mais on disait que le film pouvait être drôle malgré lui. Il n'a pas non plus ce défaut-là parce que le film fait aussi un choix qui sera peut-être critiquable pour certains, mais d'être beaucoup plus épique. C'est vraiment un choix beaucoup plus épique. C'est beaucoup plus dans le suspense. Et ça renoue un peu avec ce qu'était Le Chant du Loup finalement. Et je trouve ça plus cohérent pour ce film-là, en tout cas. Moi, je le pense surtout moins foutraque. Oui. Parce que le premier a ce souci de une résistance qui se construit et qui se construit sur énormément de fronts différents. T'as toute la partie de Leclerc qui est en Afrique, qui essaye de réaligner l'Afrique dans la logique de la France libre. T'as les différents conflits qu'il peut y avoir entre De Gaulle et Churchill, plus la vie de Fernand qui... Tu sais pas trop comment elle s'articule par rapport à la vie de Gaulle. Or là, cette deuxième partie a 3 blocs très distincts. Tu as le parcours de Leclerc, tu as le parcours de Gaulle et tu as le parcours de Jean Moulin incarné par Félix Kizil. Et ces 3 arcs donnent quelque chose de beaucoup plus structuré et beaucoup plus simple à suivre, même si, curieusement, le film a moins de rythme que le précédent quand même. Ah, tu trouves ? Ouais, je trouve que même si en vrai... c'est plus structuré, je trouve le temps un peu plus long dans cette deuxième partie. Je pense que c'est peut-être un peu plus long parce qu'on est sur le deuxième film et que, en termes, vu que tu as quand même suivi l'histoire avant, bah, tu sens qu'il s'est passé du chemin. Parce que je repense à la grande scène d'introduction qui justement fait le choix d'être sur 3 plans différents, c'est-à-dire d'un côté Leclerc, De Gaulle et Moulin, et je trouve que ça fonctionne super bien comme séquence. C'est-à-dire que ça s'éparpille pas, ça pourrait s'éparpiller parce que on coupe la temporalité en 3 et en fait tout se rejoint parfaitement là où le premier peinait à articuler ces histoires. Bah, c'était vraiment Fernand finalement qui avait... Fernand et puis le général Varlan. Darlan. Amiral Darlan. L'amiral Darlan où effectivement ça éclatait un petit peu la narration, là où celui-ci il va beaucoup plus droit au but. Et après, moi, je trouve que c'est vraiment génial. Hein. Ah oui, moi je trouve que le récit... Enfin, t'as vraiment un récit épique.
Et moi, je trouve que tu décroches pas parce que ça s'ouvre directement avec une bataille de Leclerc. Ça continue avec toute la rivalité entre De Gaulle et Giraud, qui est incarné par Thierry Lhermitte. Oui. Et il fait une bonne interprétation. Après, je connais pas comment était Giraud en vrai, mais l'interprétation qu'il donne fonctionne plutôt bien. Et justement, je trouve que ça illustre le personnage de Giraud illustre parfaitement le changement de ton en termes d'humour. Là où on jouait beaucoup sur l'humour autour de Gaulle, le côté De Gaulle, la France. La figure quasi caricaturale. Ouais, où De Gaulle devenait caricatural. Là, en fait, c'est Giraud qui a ce côté idiot à certains moments, mais c'est un côté idiot, mais tout en étant ancré dans ce côté film thriller politique. Qui fait avancer l'histoire quelque part, parce qu'il est tourné en ridicule, mais au profit de Gaulle, qui va trouver sa légitimité dans le conflit. Oui, c'est-à-dire que tu peux lui trouver un côté drôle, mais on n'est pas dans un ton humoristique comme pouvait être le premier. Typiquement, la blague du moustique dans le premier, on peut le retirer. Oui. Alors que là, tous les moments de Giraud qui est tourné en dérision servent la narration. Oui, ça sert à montrer la différence j'allais dire de carrière, mais surtout pour dire que tu as d'un côté De Gaulle, France souveraine, et d'un côté Giraud, marionnette américaine. Et justement, le film arrive à faire des traits d'humour. Par exemple, en ce qui concerne Giraud, il y a toute une séquence où il essaye de négocier un accord avec Giraud pour savoir qui va prendre la tête de la France libre. Et en fait, De Gaulle ne lit même pas les négociations, il les prend, il les jette au feu. Sauf que la scène, la manière dont c'est tourné, c'est fait de manière très sérieuse, parce que De Gaulle n'a aucune intention de négocier. Sauf que ça arrive à créer de l'humour, ce que tu dis, vu la situation, et surtout qu'à un moment, il va pour jeter un papier qui est super important, qui est le papier de Jean Moulin sur le Conseil national de la résistance. Donc tout en étant dans le film politique, le film arrive à avoir des moments comiques sans te sortir du film. Et puis, pour moi, la plus grande qualité de ce deuxième film, en vérité, c'est ce dont il parle, et le côté peu disparate de ces sujets, parce que finalement l'enjeu du film dans cette deuxième partie, qu'est-ce que c'est de maintenir ou même de ramener le statut de la France, la place de la France dans le conflit de la Seconde Guerre mondiale et la souveraineté française. Et en fait, à ce stade-là, la guerre est pas vraiment le cœur du film. Le conflit de la Seconde Guerre mondiale, et il me semble pas qu'on parle des nazis, de la guerre mondiale dans ce film-là, on parle vraiment de la souveraineté française et de comment elle va se réaffirmer, comment on va reconstruire un gouvernement français, et pas un gouvernement français sous le contrôle des États-Unis. Et à ce titre-là, dans le film, l'antagoniste principal de De Gaulle 2, c'est Roosevelt. C'est ça. Mais en même temps, c'est cohérent, parce que si tu suis même l'histoire, la France, elle est ultra marginalisée dans le conflit, vu qu'il y a ce que la France libre pour combattre, et la France libre, en termes de troupes, ça se réduit à l'armée de Leclerc. Puis l'armée de Giraud qui arrive avec, mais à ce moment-là, quant à l'armée de Giraud, c'est pas vraiment la France libre, c'est la France encore de Vichy, mais sous tutelle américaine. Et donc oui, du coup, c'est vrai que c'est l'antagonisme principal finalement, oui, c'est ça. C'est Roosevelt. Et puis moi j'aime beaucoup ce côté tout le temps au bord du précipice des personnages, mais c'est toi qui en parlais quand on en sortait, c'est le côté résilience pure. Oui, déjà je trouvais que dans le premier, j'étais déjà, quand il y avait la scène de l'Arc de Triomphe, tu peux qu'être admiratif, mais là c'est littéralement un film où c'est des personnages c'est des personnages qui forcent le destin constamment. C'est des personnages qui se retrouvent toujours en position inférieure, des personnages qui jouent à 5 contre 1. Tu le vois avec la bataille de Leclerc, c'est-à-dire que c'est Leclerc qui doit faire une bataille contre des chars, mais ils ont pas de chars, ils ont pas d'aviation. En fait, c'est littéralement une mission suicide, et c'est comment, en fait, même en continuant en forçant, t'arrives à t'en sortir. Et c'est pareil pour De Gaulle, c'est-à-dire que tu retrouves, comme dans la première partie, un De Gaulle qui est seul et qui doit en fait jouer tout sur un coup de poker. T'as toute cette métaphore des cartes, c'est-à-dire toute cette séquence où t'as Moulin et De Gaulle qui jouent aux cartes, et où t'as Moulin qui dit que une carte peut tout changer, et c'est vraiment la direction que prend le film, c'est comment un petit événement peut en enchaîner une succession d'autres. Et du coup, en parlant de Jean Moulin, parce que c'est ce qu'on avait dit dans notre première critique, que l'arrivée de Jean Moulin était très caricaturale et qu'il était inutile, là en fait Jean Moulin prend tout son sens. Et j'aimerais juste rebondir un dernier truc sur Leclerc, c'est que la bataille dont il est question, c'est même pas une bataille qui stratégiquement a lieu d'être. Et c'est ce que le film te dit. C'est pourquoi cette bataille a lieu, parce que Leclerc, par principe, il considère qu'elle doit être faite. Mais personne dans sa hiérarchie... On lui demande pas de la faire. C'est ça. Il l'a fait parce que on est là pour se battre. Et pourtant, ça permet derrière une victoire. Elle a un vrai poids après dans les successions d'événements. Et là, t'allais enchaîner sur Jean Moulin. Rex, puisque Jean Moulin n'est jamais dit dans le film, c'est tout le temps Rex. Et Félix Kizil. Fred. Oui. Tu aimes Félix Kizil? Je l'ai juste dans Miséricorde. Tu l'aimeras dans De Gaulle, partie 2. Il est magnifique. En fait, il a un magnétisme, mais qui est fou furieux. Il a un regard
Et franchement, c'est lui qui porte le film pour moi. Genre, autant les trois acteurs vraiment, Dee Snider en Leclerc, Abkarian en De Gaulle et Kizil en Moulin, c'est les trois qui portent le film, mais Kizil a un truc dans son identité qui est tellement puissante. Il est oufissime. Je trouve que tu parlais de Miséricorde, mais tu retrouves ce côté-là dans Miséricorde. Ça parlait justement d'un homme, Félix Kizil, qui arrivait à attirer presque les faveurs de tout le monde autour de lui, un peu à la, je pense au film de Pasolini là. Oui, Théorème. Ouais, un peu à la Théorème, genre c'est ça, vraiment du magnétisme. Et là c'est pareil, c'est-à-dire quand t'as toute cette séquence où t'as Moulin qui dit à De Gaulle faites-moi confiance, mais en fait t'as envie de faire confiance parce que Kizil il a quelque chose dans son jeu qui est difficile à égaler. Et du coup, je trouve que c'est très intéressant parce que vu qu'il y a le film avec Gilles Lelouch qui va sortir, avoir le point de comparaison en termes d'acting, mais j'ai du mal à voir comment tu peux passer Kizil là après cette performance. Et puis, bon, c'est pas un spoil parce qu'on connaît tous le destin de Jean Moulin. Oui. Mais moi, j'avais très peur que ça arrive et je voulais pas que ça arrive. Et effectivement, quand arrive ce qui arrive à Jean Moulin, je m'étais tellement attaché à Félix Kizil que là, ça a fait mal. Tu es en train de te dire, oh non, Félix Kizil plutôt que Jean Moulin en fait. Ouais, il y a un petit peu de ça en vrai. Mais en fait, je trouve que justement dans tous ces acteurs, les acteurs arrivent à transcender leur propre personnage. Et c'est une des forces du film, c'est que l'histoire, tu la connais déjà, mais tu arrives à être accroché dedans jusqu'au bout. Oui, et puis même on parlait de Abkarian en De Gaulle. Moi, j'avais beaucoup aimé Abkarian dans le premier, mais presque par humour, parce que j'adorais comment il avançait son bras, et la France, tu vois, il y avait un côté presque, j'adorais l'imiter. Là, j'adore toujours autant l'imiter, mais un peu moins dedans, parce que déjà, il est un peu plus en retrait, et aussi parce que, c'est pas des coups bas, mais les stratégies politiques qu'il met en place le rendent beaucoup plus charismatique. Oui, alors en fait, c'est ça, on est beaucoup moins dans le grand guignolesque que pouvait être le premier. C'est-à-dire que la résistance doit se créer. On a beaucoup de ridicule, je pense, cette séquence de... La chaise Oui, je pensais surtout à ce moment où, au tout début, t'as Pleven qui arrive et qui dit « Mais c'est qui la France ?» Il fait « Nous ». Et en fait, t'as 3 personnes dans un petit bureau qui fait une pièce qui fait 15 mètres carrés, quoi. Là où t'as vraiment un ton qui est solennel. Je parlais beaucoup de ton épique, mais oui, c'est ça, solennel. Mais même, je trouve que c'est très touchant parce que je pense vraiment à ce discours de Leclerc à un moment sur la France libre est insoumise, invaincue. Et en fait, ce mantra-là, il va revenir tout le long du film à travers le personnage de Jean Moulin, le personnage de Schneider. De Jean Moulin, d'Anna Maria Bartolomé. Et il y a quelque chose qui est touchant en fait dans le film. Et même en termes de réalisation, j'ai vu certains parler d'académisme, mais moi je trouve qu'il y a des plans, on parlait de la bataille de Leclerc, il y a quand même un plan qui est incroyable, c'est Leclerc avec les jeeps qui pourchassent les Panzers allemands, et ça t'as la caméra, c'est au drone, c'est embarqué, tu suis ça pendant au moins 1 ou 2 minutes. Hein. Mais j'en ai parlé à genre 4-5 personnes de ce plan, parce qu'il est oufissime. Pour moi, ce plan-là, ça égale la course-poursuite de 1917. Et moi j'adore la course-poursuite de 1917, mais parce que je trouve que toute cette séquence de bataille est folle. Puis la musique, le son. Ouais, et puis juste ce plan où t'as Leclerc qui est là, et t'as un obus qui tombe et t'as les flammes qui sortent derrière. Non, je trouve que la bataille est beaucoup plus prenante que celle de Bir Hakeim dans la première partie, parce qu'en fait c'est peut-être la différence avec la première partie, tu t'attaches beaucoup plus à tous les personnages dans ce film. Oui, et puis on avait parlé de cette histoire de budget, parce que dans le premier, il y avait quand même cette ouverture avec les chars que toi tu trouvais un peu moche. Bon, moi aussi en vrai. Mais j'étais prêt à le pardonner. Là, tous ces écueils-là ne sont plus. Le film est beau. Honnêtement, j'ai pas eu ce ressenti d'image 3D LED. Il y avait un sentiment de laideur dans la première partie que j'ai pas retrouvé ici. Et si on écoutait l'ami Jérémy, du coup? Ok, je vais nous lire ça. Alors, voilà ce que j'ai à dire sur De Gaulle partie 2. La deuxième partie est nettement supérieure parce qu'on voit Anna Maria Bartolomé un peu plus. Elle est trop belle. STP, épouse-moi. C'est faux, ça. Non, je suis lui, là. STP, Anna Maria, épouse-moi. Ah non, il a pas du tout écrit ça. Bon, d'accord. Les deux parties sont tellement paradoxales. Il y a un gap énorme entre les deux. La deuxième partie est largement meilleure, mais étonnamment moins bien rythmée que la première. Moi, je trouve qu'elle est mieux rythmée, écoutez. Ils sont devenus les mêmes, Owen et Jérémy. Là où la première partie, on rigole du film plutôt qu'avec le film, dans le deuxième, le ton sérieux et plus solennel fait du bien. Les performances de Kizil et de Schneider sont à noter pour faire un trio avec De Gaulle et non plus se contenter uniquement sur ce dernier. Et enfin, pour continuer l'analogie faite du premier film, où on le trouvait brinque-ballant à l'image de la résistance des débuts, cette deuxième partie m'évoque plus l'image glorieuse qu'on se fait de la résistance. Et c'est marrant que dans le métafilmique, le dernier bastion pâté pour concurrencer les Américains parle de résistance et que dans cette deuxième partie, on parle beaucoup de réaffirmer la souveraineté de la France.
j'y vois une envie de faire un parallèle avec le paysage cinématographique français qui veut faire ses films à l'américaine tout en affirmant avec ferveur son côté français. C'est vrai, pour la dernière partie. Oui, c'est une belle analogie, Jérémy, mais tu n'es plus dans cette émission, donc ciao, bye bye. Ciao, bye bye. Non, mais je suis d'accord là-dessus sur... effectivement, la résistance à l'image de Pathé. C'est Pathé qui veut montrer un petit peu ses balls aux Américains. Et moi, j'aime beaucoup ce plan de Gaulle qui serre la main à Roosevelt. Parce que c'est... On a souvent dit beaucoup de bien de nos techniciens français. On a beaucoup eu de réalisateurs français, de techniciens français qui sont venus à Hollywood. Et j'aime bien ce regard français sur « Hey, les Américains, on pèse ». De toute façon, c'est un film qui est résolument anti-américain dans son propos, puisqu'il fait vraiment des choix historiques, qui justement, il fait les choix de ne pas être totalement historique et de prendre parti sur des choses, que ce soit dans son intrigue, et d'être résolument anti-américain. Et voilà, après, non, je ne saurais pas quoi rajouter de plus, à part que je trouve que voilà, le film est bien mieux que la première partie. C'est dommage de ne pas avoir réussi à faire un seul film. Ouais, d'avoir réussi à garder une vraie unité entre les deux films, parce qu'on a vraiment un changement de ton qui est marqué. Ce qui est curieux, tu pourrais vraiment t'attendre à un ensemble très homogène, voire même à une redite, et c'est pas du tout le cas. On a une deuxième partie qui est beaucoup plus savoureuse, beaucoup plus aboutie quelque part, tu vois, ne serait-ce que visuellement et thématiquement parlant. Je trouve presque que ce deuxième film pourrait se mater tout seul. Oui, c'est vrai. Partir là-dessus, dire ok, voilà, on a Schneider, on a Leclerc, Moulin et De Gaulle, chacun sur son front, et on va essayer de faire en sorte que la résistance française parvienne à ses buts. En tout cas, moi j'aime beaucoup ce diptyque. Je trouve que le film parle de la fierté d'être français. Tu te dis, en France quand même, il y a de quoi être fier. J'approuve. Voilà. Donc va le voir, franchement. Puis... les deux parties en ce moment sont encore au cinéma, on peut enchaîner. Ah ouais. Même si je trouve la première partie un peu fastidieuse sur certains points, ça vaut le coup rien que pour la deuxième. Ouais, et puis en vrai de vrai, le grand souffle épique que j'ai ressenti, il y a eu effectivement le plan dont tu parles avec Leclerc qui pourchasse les tanks avec sa Jeep, et puis ce montage qui arrête d'être un film à ce moment-là d'ailleurs, le montage de la libération de Paris. On utilise des images d'archives en mettant le poème de Éluard. J'écris ton nom. C'est magnifique comme séquence. Ah là là, c'est puis fort. Dernière grosse séquence marquante, pour revenir à Jean Moulin, scène d'arrestation de Jean Moulin, tu as un montage alterné très fort, je trouve. Entre la percussion, c'est pas d'une machine à écrire, c'est des machines. Une imprimante pas du fax, c'est du morse. Oui. Les machines, entre le tapotage d'une machine en morse et les coups portés par la Gestapo. Et c'est visuellement très fort. Donc voilà. Et malheureusement, Jérémy n'est pas là pour nous faire les chiffres. Et pourtant, les chiffres de Gaulle sont très intéressants à analyser parce qu'il y a quand même un sacré gap de franchi grâce à la fête du cinéma. C'est cool. Bien joué pour la fête du cinéma. Et j'espère que maintenant que la fête du cinéma est terminée, que le bouche à oreille va faire son reste. Bon, et Fred, oui. Je suis désolé, je voulais vraiment voir ce film avant. Ouais, je pensais qu'on allait le voir tous les deux. Bah ouais, mais non, mais j'ai pas eu le temps. Donc je voulais le voir aussi. Mais moi, en fait, j'ai pas envie de le voir. C'est un ami à moi qui veut absolument qu'on y aille ensemble parce qu'il adore regarder des films nuls ensemble. Supergirl. Pourquoi nul ? Ah, c'est bien ? Moi, du coup, je repensais un peu au Superman qui était sorti maintenant il y a l'année dernière. On a tous aimé le Superman. On a tous adoré le Superman. On trouvait que c'était assez léger, la colorimétrie, le fait de pas forcément diviniser Superman, de le rendre assez humain, qui était vraiment génial. C'était super cool. C'était le premier film un peu du nouveau DC Universe entamé par James Gunn. Et donc, quand je vois Supergirl, je me dis, je suis assez curieux. Moi, j'aime beaucoup l'actrice que j'avais découvert dans House of the Dragon. C'est Emilia Clarke. Voilà, exactement, qui je trouve a vraiment une aura qui est super cool. J'attendais de voir un peu cette Supergirl, surtout qu'on m'avait bien teasé le concept de ce film, c'est qu'en gros Supergirl, pour ressentir la normalité, pour pouvoir, parce que c'est un personnage qui a vraiment été énormément marqué par ce qui s'est passé sur Krypton, en fait, à savoir que lui, Superman, il a jamais vraiment connu sa planète d'origine, là où Supergirl, c'est un personnage qui a vécu en fait son adolescence sur cette planète qui est en train de se mourir. Donc j'étais intéressant de voir comment ce personnage un peu pas dépressif, mais avec ses traumas. Ses traumas, et comme on avait parlé du concept du soleil rouge, qui est en fait un soleil sur lesquels les planètes où elle se trouve, elle peut se mettre des murges et ne pas être immortelle, c'est-à-dire ressentir la douleur. Je trouvais ça assez intéressant. Maintenant, le film, en gros, quel est le principe du film ? C'est Supergirl qui va aider une gamine qui veut venger sa famille avec une espèce de brigand
avec une force surhumaine. Mais bon, ce qui est intéressant, c'est que dès le début, on se dit, bah ouais, mais Supergirl, du coup, elle a des pouvoirs, à tout moment, elle défonce le personnage, sauf que du coup, on revient sur ce côté de soleil rouge et aussi de soleil vert, avec la kryptonite. Et en fait, du coup, ce que je trouve un peu dommage dans le film, là, ce qui était intéressant dans Superman, le tout premier, c'est que l'ennemi de Superman dans le tout premier film, c'était... Je crois qu'il y a certains moments avec de la kryptonite, mais c'était surtout son image médiatique, en fait, au vu du public, qui était hyper intéressante. Et là, on retourne un peu sur un truc basique, qui est, bon, bah là, en fait, Supergirl, elle est sur une autre planète où il y a un soleil vert, il y a un soleil rouge, donc elle peut pas se battre, donc c'est hyper dangereux pour elle. C'est les seuls moments où, en fait, on ressent vraiment sa faiblesse. Et en fait, tout au long du film, moi, vraiment, un argument qui est de taille, c'est que du coup, c'est pas James Gunn qui réalise Supergirl, hein, c'est Greg Gillespie, ça se dit comme ça. Gillespie, qui avait réalisé notamment Aetonia, qui avait fait le remake de Friday Night et qui avait réalisé Cruella. Et en fait, je trouve que c'est pas du tout lisible. C'est que moi, ce que j'aime beaucoup chez James Gunn, que ce soit dans ses films Marvel avec les Gardiens de la Galaxie ou alors du coup avec Superman, c'est que vraiment, c'est des scènes d'action qui sont super lisibles. James Gunn, c'est quelqu'un qui aime vraiment prendre de l'espace, filmer ses personnages en plan d'ensemble, voire immense. En fait, on peut voir les personnages se déplacer, c'est hyper bien chorégraphié. Et je trouve que dans ce Supergirl, en fait, ça marche pas du tout parce que le réel, il sait pas chorégraphier ses combats. En fait, tous les combats, c'est vraiment le truc un peu basique, c'est une espèce de caméra qui tourne autour du personnage, des zooms incessants pour vraiment essayer de cacher un peu la misère des effets spéciaux. Et je trouve que du coup, tout le film, tu te dis, mais en fait, à quel moment il va y avoir une scène d'action qui est potable? Et du coup, je pense que c'est pour ça que le film ne marche pas, en fait. C'est que, ok, James Gunn relance le DC, mais du coup, lui, il va pas être réalisateur de tous les projets, et ça se ressent énormément dessus. Un plan, à un moment, qui m'a fait rigoler en salle, c'est qu'on a un plan, à un moment, où il y a des personnages importants qui meurent. Bon, je spoil pas, mais en tout cas, il y a une mort un peu tragique. Et vraiment, t'as la caméra qui d'un coup fait un énorme zoom pendant une seconde en mode regardez et qui revient. Pour moi, ça c'est les effets sitcom The Office, Brooklyn Nine-Nine. C'est trop bizarre et du coup tu te dis mais what the fuck. Et vraiment tous les combats c'est ça. À un moment comme dans tout film d'action, c'est une espèce de combat du point de vue du personnage de la petite fille qui accompagne Supergirl, qui a pas de pouvoir, qui elle vraiment est innocente, qui veut se venger mais qui a vraiment rien. Et en fait, il y a une espèce de scène de bataille dans un bar. Et en fait, on reste sur le personnage de la petite fille pendant que Supergirl... Enfin, c'est toujours des techniques un peu pour ne pas être amené à filmer l'action comme le fait James Gunn. Et c'est ça qui m'a un peu laissé court. Après, voilà, ça reste un film qui est intéressant dans le sens plus pour le lore de qu'est-ce qui va arriver plus tard dans le DC. En fait, c'est un film qui nous montre des séquences dans le passé sur Krypton. Sur Krypton, ouais. Qui nous montre des séquences sur Krypton, qui nous montre aussi un peu quelques passages avec Superman, la relation avec Supergirl et Superman. Donc oui, en fait, ça élargit un peu le lore de qu'est-ce que va faire par la suite James Gunn avec ce DC Universe. Mais en termes d'action pure et dure, non, ça marche pas du tout, quoi. C'est très flemmard sur la mise en scène, c'est dommage. Moi, je trouve ça curieux comme deuxième film d'une telle franchise. Oui, de direct se mettre sur Supergirl, oui. Après, je trouvais que l'actrice avait ce côté un peu, comme ils arrêtent pas de le mettre dans toutes les coms, un peu le truc punk, un peu rebelle, qui pouvait être intéressant, un peu dépravé, quoi, tu vois, qui moi m'attirait. Ouais, mais rentrer directement sur cette tranche-là des super-héros, tu vois, moi je me serais attendu après un Superman, bah c'est bête, mais un Batman, un Flash, un Wonder Woman, tu vois, de partir directement sur la variante féminine de Superman, je trouve ça curieux. Ouais, mais je trouve que ça pouvait justement être l'originalité, parce que déjà le Superman tranchait pas mal avec ce qui se faisait dans les autres films de super-héros, donc aller dans cette continuité-là... Parce que tu vois, on va refaire un DC et refaire Superman, Batman, Wonder Woman. Mais bon, c'est dommage que ça réussisse pas. Bah, après, ça garde un peu... Moi, je garde en tête la colorimétrie qui m'a vraiment marqué pour Superman. Ça garde un peu... En fait, ça calque un peu sur Superman sans cette inventivité de mise en scène, en fait. Est-ce que si tu crois que c'était James Gunn qui s'était personnellement occupé du film, ça l'aurait fait? Génial. Je pense qu'il aurait trouvé des moyens, justement. Il y a plein de passages. En fait, tu sens que le scénario est très bien écrit, qu'il y a des bonnes idées... plein de passages où, je sais pas, Supergirl se retrouve coincée dans des endroits avec... Je pense qu'il y a plein... En fait, dans le scénario, ça se ressentait qu'il y avait de la mise en scène, mais le réel n'a pas su la mettre en place. Et du coup, t'es un peu en mode... Aïe. Ça en fait un film plutôt osef, j'imagine. Osef, totalement. C'est cool de démystifier un peu Superman et du coup Supergirl. Moi, je me rappelle de quand on parlait de Crypto avec Man of Steel, il y avait un truc assez mythique, mythologique, un truc vraiment important. Très noble. Très noble. Que tu disais, Owen, à l'époque... que justement le Superman de James Gunn, il cassait ce côté noble de Superman. Et là, quand tu te retrouves sur Krypto avec une espèce de planète qui se meurt, t'arrives pas à sentir l'importance de ce qui se passe, en fait, je trouve, par rapport à Man of Steel, qui était vraiment assez mystérieux, quoi, tu vois. Donc ouais, c'est un mélange assez particulier. Bon, j'irai le voir quand même, ne serait-ce que pour faire plaisir à mon ami Bobby. Mais oui, à voir. Et puis, moi, je suis quand même toujours hype parce que va devenir ce DC Universe, quoi. Je sais pas quels sont les prochains projets. Je crois qu'il y a une Il y a le série. Superman 2,
Superman Live ou je sais plus quoi. Peut-être un jour un Batman, tu vois. Donc en vrai, je suis curieux de voir qu'est-ce que peut faire James Gunn. Après, mais je sais pas trop, parce que vu qu'il y a le Batman 2 de Pattinson qui doit sortir, est-ce qu'ils vont remettre un projet Batman à côté? Je pense pas, peut-être pas pour le moment. Mais ce qui me fait peur, c'est que le film, du coup, s'il sombre un peu, parce que je crois que c'est un flop au box-office, qu'est-ce que va donner quelle va être la suite pour les prochains projets, quoi. Mais je pense déjà que de base, au niveau du box-office, c'était un projet casse-gueule, hein. Parce que, ouais, genre une variante féminine de Superman, genre, sur le coup, c'est courageux, mais ça fera jamais autant d'entrées qu'un Batman ou un Superman de base, quoi. Bah, c'est pas un des persos les plus connus, Supergirl, hein, mine de rien. Quand tu penses à DC. Parce qu'en perso féminin, DC, bah Wonder Woman, et après tu tombes vite dans le Batman Universe, Catwoman, Parce que pour Poison le coup, Ivy, tout ça, Harley Quinn. Pour le coup, le MCU a attendu pas mal de temps avant de se mettre à faire des films sur des personnages comme Ant-Man, tu vois, où de base, personne n'en avait rien à foutre de Ant-Man. Et finalement, tu vois, le gars a créé sa place dans l'univers, mais Mais tardivement. pas tout de suite, ouais, ils l'ont pas fait tout de suite. Après, il y a plein de petites techniques pour essayer un peu de faire marcher le film. En soi, Supergirl, dedans, c'est pas vraiment Supergirl, c'est quand même un personnage qui essaie justement de se détacher de ce costume, de ce côté un peu trop bienveillant, qui en vrai, presque l'intégrité du film, elle a pas sa tenue, on Oui, l'appelle mais- pas Supergirl. Enfin, il y a quand même un truc où même l'actrice est hyper connue. Enfin, maintenant, elle a quand même un visage qui fait que les gens sont peut-être attirés par ça. Moi, c'est ce qui a marché sur moi. Ça, c'est le film, mais en soi, ce que dit la com, dans la com, c'est quand même le film s'appelle Supergirl, elle Oui, a quand même oui. tout le temps la tenue, elle a ce grand manteau là, mais Ouais, c'est voilà, tout. tu vois. Bon, j'irai voir, hein, de toute façon. Je te propose d'enchaîner direct avec Éruption. Éruption. Alors, ce fameux biopic sur Eddie Van Halen, du coup. C'était une blague, une ref, un autre truc. Éruption. Éruption de Van Halen, tu connais pas? C'est un des plus grands solos de l'histoire de la guitare, c'est pas de ça dont parle le film? Ah non, pas du tout. Ah. Non, Éruption, c'est vraiment le petit film indé qui dure 1h10, que tu regardes, qui est un petit plaisir, qui est sympa, mais que tu oublies assez vite. Non, dans Éruption, du coup, on retrouve Charlie XX, c'est un peu le point de vue com qui fait marcher le film, hein, c'est qu'il y a Charlie dedans. Donc, qu'est-ce que ça parle de quoi, Éruption? Ça vous parle du coup d'un couple, Bethany et Rob, qui partent en vacances, en amoureux, à Varsovie, en Pologne. Ils avaient prévu d'aller à Paris, sauf que Charlie XX aime pas trop Paris, donc elle a préféré venir à Varsovie. Mais bon, ça cache, oui, elle n'aime pas Paris. Ah ouais. Ouais, t'as vu, c'est dingue. Hein. Ouais. Mais ça cache surtout un petit secret, c'est qu'en gros, Bethany, elle a alors une amante, une amie, on ne s'est jamais vraiment dit dans le film, mais elle a une espèce d'histoire assez forte avec une autre femme qui s'appelle Neil et qui habite Varsovie. Et en fait, pourquoi le mot éruption? C'est qu'en fait, ces deux femmes, elles ont un lien assez fort, c'est que dès qu'elles se rencontrent, il y a une éruption dans le monde. Ça part de là, c'est un peu, voilà. Et du coup, on comprend très vite que bon, ce petit couple Rob, Bethany, ça marche pas du tout, et qu'en fait, Bethany, tout ce qui l'attire, elle, c'est Neil, quoi. Et moi, ce qui m'a beaucoup plu dans le film, c'est que ça m'a énormément rappelé l'écriture de Kundera, de Milan Kundera. Je trouve que le film serait un film qui aurait pu être écrit par Kundera. C'est-à-dire qu'on a vraiment cette simplicité de la vie, ces personnages qui ont vraiment des prénoms très, très nets, et ce narrateur qui raconte leur petite histoire avec des petites phrases philosophiques. C'est Ouais, vraiment... et qui intervient comme dans Exactement. Insoutenable Liberté de l'être. Exactement, et des petites phrases un peu philosophiques. Comme je vous dis sur l'éruption, il y a plein de trucs comme ça dans le film. Et donc c'est assez drôle, ça parle aussi voilà, de personnages qui se rencontrent, qui se séparent, des duos qui se reforment, qui se déforment. Donc vraiment, ça m'a énormément fait penser à Kundera. Maintenant, quoi dire d'autre? Non, c'est très léger, c'est mignon, il y a pas grand-chose à dire. C'est vraiment un film qui a été fait, je pense, avec 2-3 sous, hein. C'est pas énorme, c'est vraiment une caméra embarquée. Mais c'est curieux, du coup, la présence de Charlie XX, qui est quand C'est même vrai une que grande, ouais. une artiste très bankable quand même sur la scène musicale. Tu t'attendrais à la manière d'une Lady Gaga d'arriver sur des projets déjà très établis. Non, mais c'est cool, je pense qu'elle fait des choix de cinéma. C'est un peu pour montrer qu'elle fait des choix de cinéma, pas forcément pour être plus bankable, parce qu'elle l'est déjà, mais surtout faire des films indés et vraiment avoir cette image d'actrice indé, quoi. Et surtout, mais elle j'aime joue- bien. Hein. Elle joue bien. J'aime bien la démarche. Hein. Je voulais voir le film, mais j'ai pas eu le temps. Elle joue super bien, franchement, ça marche trop bien. On oublie que c'est une chanteuse derrière tout ça. Il n'y a aucun moment où on essaye de la remettre à son image de star. Vraiment, elle détruit son image de star dans ce film, en fait. Elle devient un personnage un peu même détestable, c'est ça qui est intéressant. Mais ça pourrait être un cas d'étude intéressant ou même un joker. Ces artistes musicaux qui trouvent leur place au cinéma et qui n'arrivent pas à dépatouiller leur image du fait que ce sont des chanteurs. Bah, moi, je pensais, par exemple, je trouve que Lady Gaga, c'est une super bonne actrice, mais malheureusement, dans tous ses rôles, à chaque fois, il y a toujours quelque chose de chanté, Il non? faut la faire chanter. Ouais. Non, j'ai pas regardé la série American Horror Story, mais je crois qu'il y a un peu de chant dedans. Mais voilà, en tout cas, Éruption, très bonne petite pépite indé. C'est léger, ça se regarde, c'est assez agréable. Maintenant, voilà, est-ce que c'est un film que je vais retenir? Non, mais ça reste super cool et je suis content de voir vraiment que
chez Alexei, elle tente des trucs comme ça et à voir pour la suite. Je crois qu'il y a plein d'autres projets pour lesquels elle a signé, donc tu vois. Ok. À voir. Et puis vraiment, ouais, le point important, Kundera. Je trouve que c'est vraiment très drôle. Ça m'a vraiment redonné envie de lire du Kundera. Donc, T'as toujours. C'est marrant, toi. Kundera, c'est à un moment donné, c'était ton dieu littéraire. Puis après, tu me dis, ouais, Kundera, en fait. Ça, c'est tout Fred. J'en ai fait un peu trop. Puis maintenant, t'es en mode, Kundera. Il adore un truc, puis finalement, ouais, pas trop, et après, il revient dessus. Non, Kundera, j'ai eu ma phase quand j'ai découvert. J'avais jamais lu un truc comme ça, en fait. J'avais jamais lu un roman où d'un coup l'auteur intervient, te fait un essai philosophique, puis revient. En fait, c'était plus le côté un peu libre qui m'avait marqué. Maintenant, je trouve que Kundera, ce qui est cool, c'est que c'est assez simple à lire, en fait. C'est pas dur. Et c'est pas que je l'aimais plus, mais c'est que en relisant L'insoutenable légèreté de l'être, je me disais, bon, c'est sympa, mais voilà, quoi. Et je trouve que le côté léger d'éruption allait bien avec justement cette légèreté dans l'écriture de Kundera. Ok. Voilà. Alors, c'est dommage que Jérém soit pas là, parce que du coup, il était avec moi quand on est allé voir Jim Quinn de Marco Nguyen et Nicolas Atané. Toi, Fred, tu comptes le voir? J'aimerais trop le voir. Moi, je me suis retapé tous les films du studio Peels. Bobby Peels. En fait, ce studio, moi, je le connais pas. Enfin, je connais les Lascars, tu vois, mais les Lascars, j'ai vu vite fait quelques épisodes. C'est pas eux, les Lascars, si? C'est pas eux? Non, ils ont fait des trucs genre Pipoudou, Vermine. Ah ouais, non, je connais C'est encore. un studio très récent, en fait. Je connais encore moins, en fait. Non, c'est très récent. Tu m'avais pas parlé de la DA un peu Cassos? Ah, il y a totalement une DA Cassos, hein. Mais est-ce que c'est les mêmes prods ou les non. mêmes dessinateurs? Non, studio. Eux, ils ont vraiment fait que des petits contenus web-séries sur Internet. Et là, je crois que c'est vraiment le premier long métrage vraiment au cinéma et en plus à Cannes. En fait, je suis complètement largué. Et en fait, je comprends quelque part mon décalage par rapport au film que j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça très, 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 très drôle. Mais vous voyez toutes ces références que vous venez de balancer, genre les Lascars. Enfin, ça, c'est moi qui l'ai lancé, mais Pipoudou. les Cassos surtout. Moi, les Cassos. Et Fred, tu as eu beau essayer, ça a jamais été un coup de cœur chez moi. Ah oui. Et quelque part, cet humour très rentre-dedans, très... moi, c'est toujours l'image que j'ai, mais du fluo extrêmement imprégné sur le papier. Et c'est ce qu'est Jim Quinn. C'est vraiment, on va parler de toutes les tendances LGBTQI+, de toutes les pratiques diverses et variées. Et on va en faire des blagues extrêmement grossières, extrêmement forcées, qui les principaux concernés vont sans doute hurler de rire parce que ça leur parle. Moi, j'ai rigolé, mais en fait, je rigolais de choses que je connaissais pas, parce que je suis très peu instruit sur ces choses-là. Donc, c'est un film dans lequel, voilà, on est dans un monde très LGBTQI+, où la principale pratique, c'est les mecs bodybuildés qui sont très intolérants, finalement, les uns envers les autres. Et il y a l'hétérose qui apparaît, c'est-à-dire une maladie qui transforme les hommes homo en hétéros, qui les font aimer le foot, qui leur font comprendre le foot. Genre, par exemple, t'as un moment, t'as Jim qui regarde la télé, et il est terrifié parce qu'en fait, il a maintenant compris ce qu'est un hors-jeu. En vrai, c'est drôle. C'est très... Mais justement, c'est vraiment des blagues comme ça. Mais genre, ça te parle des bears, ça te parle des kiffeurs. Genre, c'est les mecs qui aiment bien sentir leurs chaussures. Je connais pas. Des gens qui aiment bien le chemsex. Ouais, ok. Vous voyez, j'y connais rien. Chemical Sex. Ouais, voilà. Oui, ça parle de toutes les sexualités qui existent. C'est ça. Et donc Jim Quinn, pour trouver le remède à justement cette hétérose, il doit parcourir un petit peu le monde. Alors c'est écrit de cousu de fil blanc. Hein. On lui dit oui, va voir tel personnage qui va te permettre de contacter tel autre personnage. Et à chaque fois, il voit d'un point A à un point B, qui est en fait une communauté qui a ses pratiques bien à elle. Donc sur le coup, t'es en mode bon, le film traîne un peu en longueur parce que son scénario est pas des plus structuré. Après, chaque communauté est très drôle, chaque blague est très drôle. C'est un vrai bon moment. De toute façon, le but du film, c'est je pense, c'est le plaisir du dessin, le plaisir de créer des univers un peu, voilà. Ouais, voilà. Oui, c'est vrai qu'en plus, niveau identité esthétique, voilà, à chaque fois que je pense à telle ou telle séquence, la séquence des mecs en chemsex, c'est très noir et blanc. La séquence des kiffeurs qui sentent leur godasse, c'est très nocturne. La séquence des bears, c'est très marron. Mais moi, un truc qui pourrait te plaire de Bobby Peels, du studio Peels, c'est Vermine, qui était une espèce de web-série, en fait, où tu suivais, c'est un monde avec des insectes anthropomorphisés. Et en fait, tu suis une nouvelle recrue qui arrive dans un poste de police. Et la nouvelle recrue, en fait, c'est un peu la nouvelle recrue un peu timide, un peu, voilà, vraiment, qui a pas connu la dure réalité de la vie. Et on le met avec un agent qui est un peu le boulet, qui arrive jamais à faire des vraies affaires et qui rêve d'être la meilleure policière de la ville, quoi. Et c'est assez drôle, c'est qu'en fait, t'as vraiment ce duo, c'est hyper connu, c'est des schémas classiques au cinéma. Je connais pas du tout.
il y a un peu ce côté-là. Dans Rick et Morty, il y avait un épisode qui parlait un peu Non, de mais ça. je connais pas du tout ce dont tu et parles, Vermine. Et c'est vraiment le même côté. C'est vraiment, il tombe dans cette espèce de ville gangrénée par genre la drogue, par les trafics, etc. Et c'est surtout un prétexte à dessiner des trucs, mais what the fuck. Moi, c'est un studio qui me parle, et les Cassos, ça m'a toujours parlé parce que j'ai toujours eu cette attirance pour le fait de mêler un médium qui est l'animation, qu'on rattache énormément à un truc peut-être, alors c'est un peu bateau de dire ça, mais un truc un peu pour enfants, voilà. Et le fait d'y ajouter des trucs très sexuels, très violents, à ça, c'est toujours un peu drôle, quoi, tu vois. Oui. Moi, j'étais le genre de personne au lycée à dessiner dans mes cahiers des personnages de Rick et Morty en train de faire des trucs bizarres. Enfin, tu vois. Donc, quand tu me montres ça, tu vois, j'ai trop hâte de le voir. Ouais. Mais je pense que l'intérêt est vraiment le fait de caricaturer ce dessin et d'en faire une œuvre pour adultes, en fait. Oui, et puis voilà, c'est vrai que c'est un film qui a son public. Oui, et puis t'as peut-être pas ces références-là, mais pour moi, t'as surtout des références, ça vient énormément de la bande dessinée. Si on pense à la bande dessinée à Vince Schluss, si on pense à des auteurs comme ça, il y a énormément de bandes dessinées qui, l'intérêt dedans, c'est de représenter des personnages sous des formes un peu, étranges, débridés, dégueulasses. La BD, je pense, la BD et la représentation du sexe est énormément liée, en fait, tu vois. Donc je pense pas que ça vienne de nulle part. Mais en tout cas, je comprends 100% les gens qui trouvent leur plaisir absolu dans le film. Je pense surtout j'ai eu vent de cette séance de minuit à Cannes où les gens étaient hilares, où l'ambiance elle était dingue. Je comprends que ce soit un film qui provoque beaucoup de sensations et franchement c'est très chouette. Peut-être un peu moins pour moi parce que je suis moins public de ce genre de film, mais c'est tout. Je pense que Vermine ça te plairait parce que moi je pense que t'aimes le côté un peu thriller, un peu policier. Ouais. Et Vermine ce serait très drôle. Je pense que tu devrais regarder. Ok. Ça y est les amis, on est dans notre deuxième partie. On va faire un jeu que Julien n'a jamais fait. Donc Julien, surprise pour moi. Ce serait quoi un grand classique que t'as pas vu ou en tout cas un film culte? Tout à l'heure on a vite fait évoquer ça en off, mais je parlais de Titanic. Voilà. Mais je sais pas, un grand film que toi t'as vu que j'ai pas vu. T'avais vu des films, je sais pas, on va piocher dans les grands réals, Spielberg. J'ai vu les principaux de Spielberg. Ah, j'ai pas vu la liste de Schindler, mais je fais pas une critique de la liste de Schindler, désolé. Ah bon? Oh. Une critique négative En de plus, la liste de Schindler. c'est ça la subtilité, c'est que cette fois je vais vous demander de faire une critique négative. C'est-à-dire, vous avez pas vu le film, mais en plus vous devez le démonter. C'est pas nécessairement le démonter genre en mode mauvaise foi. Hein. Faut être un petit peu malin quoi. Toi t'aimes bien Coppola, y a pas un film de Coppola que t'as pas vu? T'as tout vu, tous ces Pas les films plus cultes. importants. Je sais pas, Owen, t'as pas un film que t'adores et que j'ai pas vu? T'as tout vu, toi t'as vu tous les films cultes? Bah, je sais pas, est-ce que t'as vu Gladiator? Oui. Ah oui. Bah oui. Il y a pas un Shyamalan quelque part? Mais en fait, je crois que j'ai vite été limité. Mais vous savez quoi, commencez vos critiques de films et je vais essayer en parallèle de trouver quelque chose qui peut être intéressant. Fred. Non mais moi il y a plein de trucs cultes que j'ai pas vu. J'ai pas vu les Indiana Jones. Aïe aïe aïe. Mais je trouve qu'Indiana Jones c'est marrant. Ouais. Moi, je pense que ça peut être marrant, un petit Indiana Jones. Ok, Fred, tu n'as pas vu Indiana Jones. Tu vas parler de Indiana Jones, les aventuriers de l'Arche perdue. Ouais, le tout premier, hein. C'est celui-là. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est le tout premier, voilà, ouverture iconique, culte du cinéma. Un personnage, qu'on ne présente plus. Harrison Ford, charismatique. Et toi, t'en as pensé quoi? Bah moi j'ai détesté. En fait c'est pour ça que j'ai pas vu la suite. Ah ouais? J'ai pas vu le 2 et le 3 et le 4 je crois. Non, il y en a pas de 4? Il y a eu un cinquième. Un 5. Ah il y a eu 5, oh, putain, horrible. J'ai vu le premier film et en fait on en a tellement parlé en bien que j'étais vraiment curieux. Et je comprends pas, en fait c'est vraiment un film hyper... Mais en fait ça sent que c'est genre vieux quoi, tu vois. C'est les années 80. C'est tellement vieux que c'est une des plus belles luminosités Lumière? en termes de cinéma. Ouais mais tu vois la lumière est belle mais le personnage il est hyper mal écrit quoi, tu vois. C'est un macho quoi. C'est un personnage macho qui fait que rabaisser les femmes. C'est pas James Bond non plus, mais... Ouais, mais il y a quand même un truc un peu, c'est un Pourtant, personnage qui se la pète, quoi, tu vois. Le personnage féminin a quand même un rôle assez important dans le film. Bah, moi, je trouve qu'il essaie quand même souvent de la mettre au second plan, quoi. Genre, on dit que le personnage est important, féminin, là, j'ai oublié son nom, comment il s'appelait? Je sais plus, non. Bon, bref, de toute façon, le film est nul. Mais lui, en fait, ce que j'aime pas avec Harrison Ford, c'est qu'il essaie de un peu lui voler la vedette, un peu en étant le super-héros. Il y a une scène qui m'avait marqué et que je trouvais nulle, c'est qu'à un moment, il se tape contre un mec et le mec lui sort un fouet, voilà, et lui il sort son flingue. Enfin, c'est vraiment un sabre. Un sabre, bon, bref. Et lui, il a un fouet et il sort son flingue et lui tire dessus. C'est clairement l'américain en fait. Ce que j'aime pas en fait avec ce film. Parce que Harrison Ford il était malade ce jour-là sur le tournage. Du coup, pour abréger, ils ont changé le scénario alors que de vrai il devait avoir une bataille. En fait, ce que j'aime pas, c'est que c'est clairement la vision de l'américain qui va dans d'autres pays dans le monde et qui essaye d'imposer sa loi.
Et ça, je déteste. Et je trouve que ce personnage macho, Après, impérialiste... imposer sa loi, c'est lutter contre les nazis dans Indiana Jones. Oui, mais... En fait, ce que j'aime pas avec les productions américaines, c'est que c'est toujours les méchants, c'est les nazis, et les gentils, c'est les Américains. Non, mais on peut avoir une deuxième chance, s'il vous plaît. Hein ? Merci. Les gentils américains, j'en ai marre en fait. Donc là, ce mec, ok, il se bat contre les nazis, ok. Mais à côté, il y a même cette scène là où il se fait poursuivre par une espèce de boule géante. Mec, en fait, genre pendant tout le film, tu fais le gars, t'es un athlète, etc. T'arrives même pas à courir. Waouh. Contre une boule géante. Contre une boule géante. Quel loser. En quoi. carton en plus, ça se voit quoi. Tu vois, bon après les 80, mais non, mais Harrison Ford, voilà, moi c'est vraiment un rôle dans lequel j'ai vraiment du mal. Je trouve ça très nul. En plus, surtout la quête à la fin, là, L'Arche truc. d'Alliance. Voilà, exactement. Alors ça. Ah, il est minuscule l'arche en plus. Hein. Ouais, elle est minuscule, totalement. Totalement, ouais. On va abréger tes souffrances, mon ami. Alors, c'était très très drôle. Voilà. En fait, je connais vraiment que quelques séquences. Le truc du flingue, la Ouais. boule, et c'est tout. Et Moi, les nazis. Moi, j'ai pas vu le Docteur Givre. Hey, c'est quoi Laurence d'Arabie. T'as pas vu des Ghibli peut-être? Un Ghibli, ça peut être marrant. Je suis en train de rattraper plein de Ghibli en ce Ah, moment. bah voilà, peut-être un Ghibli que t'as pas vu. T'as vu Mononoke? Bah oui. Non, c'est lequel qui me manque encore. Porco Rosso? Il me manque plus que Le Vent se lève et Pogno sur la falaise. Ah bah voilà, Pogno. Je sais rien de Pogno. Non, mais Le Vent se lève, je crois que je connais un peu mieux. Non mais Pogno, mec. Pogno, T'as détesté en plus. Hein? T'as détesté J'ai Pogno. détesté Pogno. Ouais, en fait, Pogno, je trouve que c'est tout ce que Totoro accomplit et que Pogno ne réussit pas. Ah ok. Voilà. En fait, il y a 3 types de Miyazaki et en fait, il y en a que un que j'aime vraiment beaucoup. En gros, le Miyazaki très réflexif sur son cinéma, sur l'histoire du Japon et vraiment sur sa place dans le cinéma japonais, c'est-à-dire des films comme Le Garçon et le Héron et puis Le Château ambulant. Je comprends pas. Le Château ambulant, j'ai pas compris. Tu vois, Ah mais non, on parlait de Pogno. Justement, j'y arrive. Ensuite, il y a le Miyazaki un peu épique, voilà, qui raconte des histoires. Terre et mer. Ouais, voilà, comme Porco Rosso ou comme Le Château dans le ciel, qui sont vraiment des récits que tu suis, plein d'aventures qui sont très chouettes. Ça, j'aime. Et après, t'as le Miyazaki très enfantin, comme Totoro. Et Totoro, j'avais vraiment beaucoup aimé, mais Pogno, oh là là. L'animation, elle est géniale. Moi, je trouve que dans Pogno, ce qui est trop bien, c'est vraiment le côté très... il mélange tellement de styles différents d'animation. T'en as pensé quoi, toi, de ça? C'est hyper coloré, en plus. En fait, ce que je comprends pas, c'est que Miyazaki, quand il est question il filme pas, mais de dessiner des personnages dans le ciel qui volent et tout, c'est magnifique. Par contre, dès qu'ils se mettent à nager, c'est dégueulasse. Ah, ok, d'accord. En fait, ouais. Dès qu'ils se trouvent dans l'eau, c'est nul. Après... Et vu que c'est un film marin... Oui, c'est vrai que alors c'est un film marin, oui, c'est vrai. En plus, c'est une inondation, c'est vraiment l'île qui se fait inonder. Mais moi, ce que j'aime dans ce film, c'est vraiment la relation du petit garçon avec la petite fille, avec Pogno, justement. Bah ouais, c'est mais quoi du personnage de Pogno de ça? Mais elle parle pas. Comment tu veux t'attacher à un personnage qui parle pas? Moi, j'ai jamais compris comment bah on si. pouvait aimer Charlie Chaplin. Si, elle parle. Si, non. Enfin, elle apprend à parler. Il parle dans Le Dictateur, Charlie Chaplin. Et il Oui. parle dans Le Dictateur. Oui, mais dans les temps modernes, hein? Et c'était nul les temps modernes. Mais du Ça, coup, c'est honteux, ça. Ce que tu m'avais dit la dernière fois, c'est que tu avais vraiment détesté Pogno, et je sais plus pourquoi tu avais dit d'autres trucs. Bah, en fait, ce que j'aime pas, effectivement, c'est ce gamin. Je le trouve beaucoup trop investi dans ce qui se passe dans le film, alors que finalement, ce qui se passe dans le film, c'est pas si dingue que ça. Bah, c'est l'inondation quand même de tout son village et qu'ils vont être sous l'eau bientôt. Oui, mais je comprends pas le rapport avec sa petite créature à la con, là. Bah, parce qu'il est amoureux d'elle. Mais attends, on dirait une gamine de 4 ans. Bah, C'est il a dégueulasse. 4 ans, mais il a 4 ans. Non, il a l'air un peu plus âgé que ça, je suis désolé. Moi, je suis désolé. Quand t'as l'air d'avoir 7 ans et que tu flashes sur une fille qui a l'air d'avoir 4 ans, il y a un problème. Je suis d'accord. Voilà. Et Miyazaki, problématique. Voilà. Ouais. Je trouve que à un moment donné, tu vois, une gamine, ça y est, dès qu'elle a 14 ans, t'as tous les brigands, genre Porco Rosso, c'est pas possible. Oui, non, c'est vrai. C'est vrai. Même la gamine dans le château dans le ciel, là, Il dénonce. Ah, il dénonce là. dans le château dans le ciel, quand t'as tous les brigands du ciel qui flashent sur... comment elle s'appelait déjà? J'ai oublié son nom. Mais dès qu'elle... En plus, ça c'est assez horrible. Hein. Dans le château dans le ciel, quelle tâche on lui donne quand Faire elle rejoint le les ménage. brigands? Faire le ménage. Oui, c'est vrai. Alors que dans Disney, tu vois, chez Disney, dans le Blanche-Neige avec Gal Gadot là, c'est pas elle qui fait le ménage, elle apprend au gars à faire le ménage. Où est-ce que je vais? Tu vas trop loin. Bon, en tout cas, juste Pogno, si un jour tu le vois vraiment, C'est raté.
Non, si, t'avais un peu tout le truc. C'est qu'en gros, c'est un petit gamin qui trouve un poisson. Et en fait, ce poisson, peu à peu, il se métamorphose en petite fille. Et elle, en fait, t'apprends que c'est la fille de la princesse de la mer. Wow. Mais ils sont énervés parce qu'elle est plus là. Donc, en fait, les eaux montent. Et c'est une petite histoire d'amour entre deux gosses. Et c'est génial. Animation, c'est, je pense, l'une des meilleures que j'ai vues. Ah ouais. Et Porco Rosso, j'ai beaucoup aimé. Ouais, Je trouvais, Porco Rosso, Kiki, c'était rigolo. Et lequel j'ai vu récemment que j'ai rattrapé? Ah bah oui, Nausicaa. Oh, je l'ai vu il y a 3 jours, Nausicaa. C'est très bien, musique. Ouais. Ah ouais, c'est très. J'ai très envie de lire le manga, surtout. Ça m'évoque beaucoup Akira. Et donc, toi, tu n'as pas vu, Julien? Tu n'as pas vu quoi? Titanic. Allez, Bah, Titanic. Allez, t'as pas vu. Tu es le roi du monde. Tu l'as enfin vu. Ah, mais ça faisait tellement longtemps, il est repassé sur M6, là. Ça, c'est vrai en plus. En 2 parties. Voilà, avec des petites pubs au milieu. Mais bon, des petites pubs au milieu, vu le rythme du film, c'est pas une grande perte. Ah, il est déjà long. Tu rajoutes 15 minutes de pub. Ouais, non, mais de toute façon, Titanic, c'est bien parce que c'est un grand film d'effets spéciaux. Des effets spéciaux dans les années 90. Mais après, il reste pas grand-chose. Je veux dire, c'est un bateau, de l'eau, une romance. C'est donc ça le film qui a fait le plus d'entrées en France. C'est très décevant. Ouais. Mais t'en as pensé quoi de cette critique des classes sociales? C'est très facile. Je veux dire, tu prends DiCaprio, tu lui mets une petite casquette de mineur des mines et ouais, tu lui fais rencontrer une grande duchesse et voilà. Non, franchement, peut mieux faire, Monsieur Cameron, peut mieux faire. C'est vrai que DiCaprio, je trouve qu'il paraît trop beau pour être pauvre. Ouais. Non, mais DiCaprio, il a pas une trace de poussière sur lui, il est toujours bien coiffé. C'est suspect. Moi, je pense que c'est un riche qui se fait passer pour un pauvre et que c'est sa technique pour séduire Kate Winslet. Ouais, bah en attendant, il lui sauve la vie. Hein? Et ça, c'est beau. Il lui sauve la vie. La fin, là, est-ce qu'il avait besoin est-ce qu'elle lui a demandé de lui sauver la vie? Pourquoi il fallait que ce soit lui qui la sauve? Bah, peut-être parce qu'à un moment, elle décide de rester sur le bateau juste pour lui. Ouais, mais c'était beau, c'était l'amour. Et forcément, faut gâcher les unions. Tu penses qu'ils auraient pu survivre tous les deux? Ouais, il y avait de la place sur la porte. Tu penses qu'ils auraient plutôt mieux fait de crever tous les deux? Au moins, ils étaient ensemble. Et la scène là du pistolet. Pampan. Ouais. Franchement, c'est la seule scène réussie du film. Mais en vrai, juste les effets spéciaux, mec, c'est quand même assez dingue. Genre, le naufrage, il est beau. Franchement, ouais, j'avoue, le naufrage, il est beau. Je prends un grand glaçon, je le mets dans ma baignoire, je sors mon canon, je fais pareil. Je dois process ce que je viens d'entendre. C'est génial, j'adore cette phrase. Mais surtout que le temps du film, c'est vraiment la durée réelle du Titanic qui a coulé. Ah bon? Dingue, ouais. Ah, c'est vrai? Ouais. Ah, j'étais pas au courant. Dès qu'il a pris l'iceberg dans la phase, bah, il a pris 3 heures, je sais pas combien, à vraiment couler, quoi. Oh. C'est méta. C'est méta quand même. C'est méta, mais est-ce que c'est au service du rythme? Non, pas trop du coup. trouves Moi, je trouve que ouais. le rythme, voilà, c'est pas un rythme de croisière. Après, bon, t'avais quand même les pubs, comme tu dis, donc bon, c'est normal que c'était un peu, voilà. Parce Ouais. que pour moi, le film, je le regarde, je le vois pas passer, quoi. Non, En en plus, vrai- il y avait une pub pour Costa Croisière en plein milieu. Non, mais en vrai, c'est pratique, tu vois, de regarder Titanic avec des pauses toilettes, parce que mine de rien, ça donne tellement envie de pisser ce film. Parce qu'il y a beaucoup d'eau. Ouais. Non, mec, je peux pas te laisser dire ça, c'est pas possible. C'est incroyable, Titanic. En fait, Titanic, c'est Tu l'as lancé, c'est bon. c'est le dernier grand film classique hollywoodien. C'est ça qui est dingue. C'est que ça a tous les attributs de ces grandes fresques hollywoodiennes des années 50 et 60, mais à la sauce années 90. Donc, avec tous les effets visuels que tu pouvais avoir à l'époque, c'est impressionnant. Je sais pas, je l'ai pas vu. Mais si tu l'as vu il va falloir remédier ça. C'était pour la blague. Non, bah écoute, c'était rigolo. Oui. On a un peu traîné de longueur. Et on va pas se terminer là-dessus, puisque tu as le Joker. J'ai le Joker. Je réfléchissais un peu à ce Joker, quel serait le sujet. Et c'est vrai qu'avec DCP, maintenant, je regarde beaucoup de films de l'actu pour en parler, mais je regarde très peu de ressorties ou de films cultes. Et récemment, j'étais très content d'aller voir un film de Gus Van Sant au cinéma, que j'ai rattrapé, qui s'appelle Paranoid Park, et qui est génial. Il y a Juliette Smith dedans, donc alors là... Mais ce qui m'a vraiment plu dans Paranoid Park, c'est que ça vous parle d'un gamin qui est un peu mal à l'aise dans sa peau. On comprend qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Bon, on sait pas vraiment, c'est révélé peu à peu dans le film. Et c'est surtout un petit qui fait du skateboard, parce que voilà, Gus Van Sant, c'est le mec qui était vraiment pote avec tous ces gens comme Harmony Korine, un peu Larry Clark. Enfin bref, ils ont vraiment des liens avec le monde du skate en fait. Et donc ce film, c'est vraiment un film dédié au skate. Et ce que j'ai aimé énormément dedans, c'était tous ces ralentis. En fait, le film joue beaucoup sur le ralenti, c'est qu'il y a vraiment plein de passages de skate en ralenti, beaucoup de caméras avec des optiques très floues. C'est vraiment une espèce de suspension dans le temps, ce film. Et je me disais, est-ce que vous,
vous avez des séquences où le flou est au service de l'esthétique d'un film. Parce que vraiment, je trouve que Paranoid Park, c'est vraiment une espèce de... C'est à ce moment-là où Gus Van Sant, il a voilà, ces différentes phases, mais là, c'était vraiment ce côté expérimental que j'aimais vraiment beaucoup chez lui, vraiment suspendu dans le temps. Est-ce que vous avez déjà eu cette impression-là? Je pense à des films, voilà, il y a un film de... J'oublie à chaque fois le nom, c'est Hong Sang-soo, Ouais. qui a fait un film totalement flou, In Water, c'est pas Hong Sang-soo? Je crois que oui, si c'est Hong possible. Sang-soo, In Water, qui était un film complètement flou, et je me demande, est-ce que vous avez des exemples? Mais ce qui est dingue en plus en y pensant, c'est que le côté voir des mecs faire du skate en flou, on l'a vu récemment dans un film un peu de l'actu, que j'ai vu avec Owen, je sais pas si tu l'avais vu, c'était Father, Mother, Sister. Si, on en avait parlé. Voilà, et tu vois, c'est assez drôle, c'est que je repense un peu à tout ce cinéma-là, il y a toujours des petites références de skateurs flous. Là, j'ai vu l'avant-première de Roma Elastica, j'en parlerai plus tard dans DCB quand il sortira, même chose, une petite scène de ralenti avec des skateurs. Il y a quand même un truc assez lié des skateurs, J'ai pas ce truc avec les skateurs. et le ralenti et le flou. J'ai pas ce truc avec les ralentis et les flous. Non? Bah en fait, en général, c'est des effets que je retiens pas. Bah moi en fait tu me dis ralenti flou, je pense tout de suite à Wong Kar-wai. Oui. Genre je pense aux Anges déchus. In the mood for Aussi, love. mais surtout les Anges déchus. Alors tu retrouves ça dans In the Mood for Love, mais les Anges déchus, je trouve qu'il y a une scène qui est assez marquante, c'est la scène de fusillade au début, où justement la caméra déjà elle est il y a une très grande mobilité, un grand flottement, et après ça va partir au moment où tu as cette fusillade, en fait la caméra elle se coupe à moitié, genre tout devient très saccadé. Tu arrives à comprendre les mouvements, mais en fait toute la fusillade elle est tu la comprends à travers la caméra justement qui arrête pas de se cutter, de bouger, d'être au ralenti, et oui c'est très flou, et oui c'est au service de l'esthétique et de la narration à ce moment-là. Moi, récemment, j'ai rattrapé Chungking Express de Wong Kar-wai, et il y a vraiment cette scène que j'adore, où t'as le personnage qui est dans le restaurant, dans le sorte de fast-food à emporter, et qui a une espèce d'accélération des passants, Ouais, mais je un vois. flou de elle et du policier. Et je trouvais ça dingue, et à l'époque je m'étais un peu renseigné, c'est qu'en gros il a vraiment demandé au policier de faire le geste tout doucement pour qu'à la fin ça paraisse normal pendant que les passants passent normalement et qu'il accélère le mouvement. Donc ouais, non, c'est vrai que Wong Kar-wai, ça pour le coup, ouais, c'est vrai. Et toi, Owen? Bah en fait, ce que tu me décris, ça m'évoque, mais en même temps, j'ai pas de film ou de réalisateur à mettre dessus, mais ça m'évoque ces séquences peut-être nocturnes de voiture où la personne voilà est un petit peu dans ses pensées, un peu à la manière de ce que tu peux trouver dans True Detective ou dans Collateral de Michael Mann, mais ouais. Surtout, c'est-à-dire que quand tu es dans ce genre de séquence où... non, mais je pense que tu dis séquences nocturnes, mais oui, c'est le moment où tu vas mettre la nuit de manière un peu floutée, du coup, tu as toutes les lumières qui ressortent. Bah, Oui. les néons lumineux de la Je nuit. pense à ça, oui. Bah, Collateral, c'est grave, c'est un peu ça, non? Ah, c'est 100% ça. Et puis en plus, comme c'est Michael Mann qui découvre la caméra numérique et qui découvre qu'en fait, les capteurs numériques réagissent pas de la même manière par rapport à la lumière qu'une image pellicule. Et qui va s'amuser avec ça, justement. C'est marrant, tu me fais penser maintenant au Père Noël est une ordure. Genre l'ouverture. Ah bon? Où la ouverture du Père Noël est une ordure, c'est vraiment les rues de Paris de nuit à Noël, et tu vois tous les petits Ah, mais néons, oui. tous les petits trucs et tout. Et bref, ça Bah. me fait penser à ça. Die Hard? Ouais, Non? quand même. Bah, je sais pas, le fait que ça se passe de nuit. Oui, après, j'ai pas de... Non mais là on s'éloigne de ouf. suis Désolé. désolé. Non mais j'ai lancé Sur un le sujet un peu... flou. Non, je parle de flou, peut-être on peut revenir sur le ralenti, parce que dans Paranoid Park, c'est surtout du ralenti aussi, tu vois. C'est vraiment ce côté de filmer des skateurs en flou, en ralenti, et par-dessus mettre des musiques qui sont pas du tout la musique synchronisée avec l'image, tu vois. Il y a quand même un effet Mais assez fort, en fait. C'est une forme de ralenti très spécifique dont tu parles parce que, tu vois, ralenti, moi j'aurais envie de penser à des scènes d'action qui justement, Pour te montrer mieux l'action dans le détail. voilà, ce qui est un peu un faux effet. Mais un ralenti purement artistique, purement... J'ai un autre ralenti en tête, mais encore une fois, je vais m'éloigner du sujet, c'est les ralentis que peut utiliser Alexandre Astier dans la série Kaamelott. Ah, Parce que ce sont des ralentis qui sont pas de vrais ralentis, en fait. Enfin, oui, ce sont des ralentis, mais où les FPS chutent. d'accord. Et justement, en fait, c'est des ralentis très saccadés, qui sont très inconfortables. C'est quoi la blague? C'est qu'en gros, ça bug, ça... C'est pas une blague, parce que c'est dans la saison 5. Et la saison 5 est très 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 premier degré. Enfin, il y a des moments d'humour, mais la saison 5, vraiment, toutes les séquences qui sont liées à Lancelot et à la folie de Lancelot, justement, c'est ces moments-là qui sont en ralenti. Et où tu as une scène, par exemple, où Lancelot émerge d'un lac en faisant des grimaces. Et justement, genre, c'est très ralenti, mais c'est très violent comme
succession juste d'image par image. Moi, j'ai aussi un ralenti qui joue un peu sur cet effet de saccade. Tu le retrouves chez Lynch. J'ai exactement Mais en fait, c'est un énorme spoiler de Twin Peaks, mais t'as une des séquences de meurtre de Twin Peaks qui joue justement sur ce ralenti-là. C'est, pour éviter de spoiler, c'est quand tu découvres l'identité, c'est quand tu découvres qui est vraiment Bob, se suit un assassinat. Dans Twin Peaks. Dans Twin Peaks, se suit un assassinat justement, et cet assassinat-là, il se passe au ralenti, et comme je dirais, il n'y a que Lynch qui va faire ça, c'est une sensation de malaise et c'est terrifiant. Je crois que c'est vraiment c'est le moment dans la série qui m'a le plus pris au trip. C'est glaçant. Et Jérém était dans les parages, et en fait, Jérém ne suivait pas Twin Peaks comme moi je suivais, et en même temps Twin Peaks je regardais de manière très disparate, hein. Ça m'a pris peut-être 9 mois pour regarder la série en entier, et quand on est arrivé à ce moment-là de l'identité de Bob, il m'a vu après, et j'étais genre en mode qu'est-ce que j'ai vu quoi, genre ça semblait tellement comme une évidence ce qui s'était passé, mais le twist était tellement dingue, et la manière dont il est tourné justement. Il est dingue parce que d'un côté t'as ce gros twist de l'identité réelle, mais en plus l'épisode ne se coupe pas à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il t'amène la conséquence directe. Si derrière cette identité il se cache ça amène forcément une conséquence, et la conséquence tu l'as 30 secondes après dans une scène qui reste terrifiante. Parce qu'on est chez Lynch et que l'horreur surgit dans la banalité du quotidien, ce qui le rend d'autant plus terrifiant. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, tu me parles d'horreur. Moi, j'aurais plus tendance à penser dans les productions un peu horrifiques d'aujourd'hui, le fait de faire peur, c'est un truc qui survient soudainement. Et le ralenti, du coup, ne servirait pas du tout ça. Mais là, c'est drôle parce que Lynch, il va à l'inverse, en fait. Il te met dans une espèce de malaise sur quelque chose qui devrait pas être une forme qui fasse peur. Peut-être. Et par exemple, parce que en fait, j'arrive pas à mettre un film ou encore un réalisateur, mais genre cette image souvent, tu sais, alors c'est très film américain ou même film hongkongais ah oui, il y a ça chez Tsuark par exemple, mais où ce personnage va se mettre à pointer une arme sur quelqu'un et tout à coup le temps va s'arrêter avec des alors déjà des ralentis, mais aussi chez Tsuark, je pense à Time and Tide, où vraiment genre là tu vas étirer le moment dans un ralenti, mais avec des mouvements de caméra très rapides. Après, de toute façon, si on va sur le ralenti, on le pousse encore plus loin, un ralenti, ça peut être presque un arrêt sur image. Puis à ce moment-là, alors on peut partir en l'air de Chris Marker, là, jeter les images fixes. Non mais voilà, excusez-moi, j'arrête. J'allais faire la blague. Non mais c'est vrai que le ralenti, après, on peut aller sur des arrêts sur image, c'est drôle. Mais ça, j'avais déjà parlé de ce film aussi, Cours Lola Cours, qui était un film allemand, qui était aussi vraiment un film qui jouait vraiment beaucoup sur le temps qu'on travaille, qu'on dilate, qu'on compresse. Et en fait, moi, voilà, je reviens sur Paranoid Park, et c'est vrai que moi, pourquoi j'aime Gus Van Sant, c'est que tous ces films, à chaque fois, il y a un énorme travail du ralenti, enfin du temps, de l'image par seconde, et comment on peut la rendre malléable, en fait. Je vous ai déjà parlé de ces séquences dans My Own Private Idaho, avec ces scènes un peu de sexe en mode fixe, mais c'est filmé, les corps sont figés, mais la vidéo continue. Paranoid Park, donc c'est ralenti, c'est flou. Elephant aussi, je pense qu'il y a des ralentis à certains moments dans Elephant. La scène où le mec au t-shirt jaune, je me rappelle très bien de la scène où le chien saute en dehors du lycée, qui a un ralenti. Donc voilà, Gus Van Sant, ce que j'aime beaucoup, c'est ça. Et je pense qu'il y a plein d'autres réalisateurs, on en a parlé, David Lynch, Wong Kar-wai, dirait qu'ils sont vraiment leurs pattes. Ils font des films, pas forcément pour faire des films avec un scénario, mais aussi pour faire des films avec une expérimentation de leur image, en fait. Je suis sûr, il y a des réalisateurs dont la patte artistique pure et le ralenti, et qu'on les a pas évoqués, mais en même temps, j'arrive pas à... Je pense à Mother Sister, donc il y a Jim Jarmusch, peut-être qu'il faut aller explorer certains trucs. Jim Jarmusch, pour moi, Patterson, ça parle beaucoup du temps qui passe, donc j'imagine qu'il y a... Oui, mais j'ai pas de souvenir qu'il y ait vraiment d'usage de ralenti ou de flou dans Patterson. Et tu vois, quelque part, je pense à ces réalisateurs qui, justement, refusent absolument le ralenti. Je mets complètement de côté ton histoire de flou, hein, mais qui excluent le ralenti de leur langage cinématographique, mais qui ont quand même cette science de étirer le temps. Oui. Et là, par exemple, j'ai mon Blu-ray de la trilogie du dollar sous les yeux, et effectivement, genre Le Bon, la Brute et le Truand, ce duel final, et même et pour quelques dollars de plus, cette manière purement dans le présent, mais pourtant de ralentir le temps. Parce que tu t'embrasses plusieurs points de vue dans une même unité de temps. Ouais. Et tu le retrouves beaucoup chez Tarantino aussi, Pulp Fiction, la scène où ils doivent réanimer Mia, justement. Oui. Et à ce moment-là, c'est censé durer 2 secondes, mais en fait, ça dure beaucoup plus longtemps parce qu'on va capter chaque visage dans la séquence. Et pourtant, il n'y a pas de ralenti pour autant. Non. Mais ce que j'aime bien, c'est que le ralenti, ça peut très bien être un effet un peu craignos sur des films nanardesques.
Tout comme ça peut être quelque chose qui est réutilisé dans l'art et dans l'expérimentation, en fait. C'est assez cool. Oui. Tu veux dire autre chose? Non, je réfléchis, je trouve ça intéressant, mais je manque tellement d'indices, d'éléments. C'est un peu les limites du Joker à chaque fois où on balance un sujet qui est très niche et très... Qui mériterait des recherches, en fait. Qui mériterait des recherches. Mais en tout cas, voilà, j'aime beaucoup. Peut-être qu'un jour, on reparlera un peu de ces réalisateurs qui ont vraiment cette envie d'expérimenter l'image. C'est moi, ça qui me plaît, tu vois, chez Gus Van Sant, chez plein d'autres. Ça mériterait un dossier. Un petit dossier, ouais. Ouais, je suis d'accord. Vous nous ferez un petit exposé prochainement, monsieur Vidal? Allez. Après, vous faites tellement de choses pour DCP. Non, je ferai un gros exposé aussi. Vous faites une nouvelle direction artistique, par exemple. Une nouvelle DA. Des nouvelles pochettes. Des nouvelles pochettes. Vous nous apprenez à faire des réels un peu plus esthétiques et un peu plus beaux. Un peu plus avec l'étirement du temps, justement. Voilà. De l'image. Qui fonctionne un peu mieux sur Insta. Et d'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Merci beaucoup, chers auditeurs, auditrices. Mais avant de vous quitter, Fred, donne le Joker à quelqu'un. Ah oui, bah oui. Ça fait longtemps que j'avais pas eu de Joker. Je vais le donner. Bah, à toi, Julien. Mais qui te l'a donné juste avant? C'est toi? Bah, tu peux me le rendre. Non. Ah. Julien, je te le donne. Merci. Ok. Et bah, les amis, l'émission touche à sa fin. Jérémy? Ah non, il est pas là. Ah oui. Et il revient la semaine prochaine. Oui, bah, il revient dans 10 minutes, hein, tu sais, c'est juste qu'il finit le taf un peu tard ce soir. Ah oui, oui. Bon bah. Ah bah, je crois qu'il. Mais... Oh bah, Jérémy! Ah bah c'est con, t'as raté l'émission. Bon, bah dans 2 semaines, les amis. On arrive bientôt à la fin de la saison d'ailleurs. Il reste 2 épisodes. C'est ça. Le prochain sur l'Odyssée. Enfin, avec d'autres films. Hein, et le tout dernier sur Spider-Man. Voilà. Et après, on part en vacances. Oui. Et repos. Repos. Mais avant ça, à dans 2 semaines, les amis. À dans 2 semaines. Au revoir. Ciao. Salut!